Malheureusement, la plupart d'entre nous n'avons pas évalué consciemment l'impact des mots que nous avons pris de l'habitude d'employer. La difficulté est que nous commençons à exprimer systématiquement toutes nos sensations négatives en les plaçant dans des moules. Nous sommes furieux, déprimés, humiliés ou anxieux. Or, le mot choisi ne reflète pas nécessairement l'expérience vécue avec précision. À partir du moment où nous coulons notre expérience dans un moule quelconque, l'étiquette que nous lui mettons devient notre expérience. Ce qui était un peu difficile devient accablant. Ainsi, mon PDG a utilisé les adjectifs furieux, furibond, enragé, j'étais en colère ou bouleversé. Quant à mon ami, il a versé son expérience dans le moule correspondant au terme irritable ou ennuyé. Le plus intéressant dans tout cela est que nous utilisons les mêmes séquences de mots pour décrire une multitude d'expériences frustrantes. Nous devons savoir, vous et moi, que, même si nous éprouvons tous les mêmes sensations, la façon dont nous les organisons, le moule ou mot dans lequel nous les plaçons, devient notre expérience. J'ai découvert par la suite qu'en utilisant les moules de mon ami, les mots irritables ou ennuyés, je pouvais changer instantanément l'intensité de mon expérience. Celle-ci se transformait. L'essentiel du vocabulaire transformationnel est que les mots que nous associons à notre expérience deviennent notre expérience. Ainsi, nous devons choisir consciemment les mots que nous employons pour décrire nos états émotionnels. Sans cela, nous ressentons une douleur disproportionnée par rapport à l'expérience vécue. Les mots que nous employons représentent littéralement notre expérience de la vie et ces représentations modifient nos perceptions et nos sensations. Si 3 personnes vivent la même expérience et que l'une éprouve de la rage, la deuxième de la colère et la troisième de l'irritation, il est indéniable que leurs sensations sont façonnées par la vision qu'en fait chacune d'elles. Comme les mots sont l'outil de base de l'interprétation ou de la traduction, notre façon d'étiqueter notre expérience change immédiatement les sensations produites dans notre système nerveux. Nous devons être conscients que les mots ont un effet biochimique réel. Si vous n'en êtes pas convaincu, demandez-vous s'il existe des mots qui peuvent susciter en vous une réaction émotionnelle particulière lorsque quelqu'un les utilise. Si quelqu'un vous fait un commentaire raciste, comment vous sentez-vous? Si quelqu'un vous lance une injure, votre état d'esprit change-t-il? Vous réagissez sans doute différemment lorsqu'on vous traite de fils de... et lorsqu'on va jusqu'au bout de sa phrase. Cette injure ne produit-elle pas un niveau de tension physique plus élevé que si on vous disait que vous êtes un ange ou un génie? Certains mots peuvent blesser profondément les gens. Lorsque j'ai interviewé le docteur Leo Buscaglia, celui-ci m'a fait part des résultats d'une étude effectuée par une université de l'Est des États-Unis, vers la fin des années 1950 ou au début des années 1960. On demandait aux gens « Comment définissez-vous le communisme ?» Un nombre étonnant de répondants étaient terrorisés par la question elle-même, mais rares étaient ceux qui pouvaient définir le communisme. La seule chose qu'ils savaient, c'était seulement qu'il s'agissait d'une chose terrifiante. Une femme a même répondu « Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais ce serait mieux qu'il n'y en ait pas à Washington. » Un homme a déclaré qu'il en savait suffisamment sur les communistes, c'est-à-dire qu'il fallait les tuer. Mais il était incapable d'expliquer ce qu'ils étaient. On ne peut nier le pouvoir des étiquettes lorsqu'il s'agit de créer des sensations et des émotions. Les mots sont le fil sur lequel nous enfilons nos expériences. Aldous Huxley. Lorsque j'ai commencé à explorer le pouvoir du vocabulaire, je me suis rendu compte que je combattais encore l'idée qu'une simple substitution de mots puisse transformer aussi radicalement notre expérience de la vie. Mais, en approfondissant mon étude du langage, j'ai découvert des faits étonnants qui m'ont permis de comprendre que les mots filtrent et transforment véritablement l'expérience. J'ai appris, par exemple, que selon l'encyclopédie Compton, la langue anglaise compte au moins 500 000 mots. D'autres sources estiment qu'elle en contient près de 750 000. De toutes les langues qui existent sur Terre, l'anglais est sans doute la langue qui a le plus grand nombre de mots. L'allemand vient en deuxième place avec environ la moitié moins de mots. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est que malgré le très grand nombre de mots que nous avons à notre disposition, notre vocabulaire usuel est extrêmement limité. Plusieurs linguistes m'ont confirmé que les vocabulaires de base de la plupart des gens étaient composés de 2000 à 10 000 mots. Si nous estimons que la langue anglaise contient un demi-million de mots, cela signifie que les Américains n'emploient qu'un demi à 2% des mots de la langue. Peut-on imaginer quelque chose de plus tragique? Et parmi ces mots,
Combien en existe-t-il pour décrire les émotions? En consultant plusieurs dictionnaires de synonymes, j'ai réussi à découvrir environ 3000 mots pour décrire les émotions humaines. Plus étonnante encore est la proportion entre les mots qui décrivent les émotions négatives et ceux qui décrivent les émotions positives. D'après mes calculs, il existe 1051 mots pour décrire les émotions positives et 2086, presque 2 fois plus, pour décrire les émotions négatives. Voici un exemple. J'ai trouvé 264 mots pour décrire la tristesse. Des mots comme abattu, maussade, chagriné, morose, affligé, éploré, larmoyant, mélancolique, mais seulement 105 pour décrire la gaieté, dont allègre, enjoué, guilleret, enthousiaste et optimiste. Il n'est donc pas étonnant que les gens se sentent plus souvent malheureux qu'heureux. Comme je l'ai décrit au chapitre 7, lorsque les participants au séminaire Date with Destiny dressent la liste des émotions qu'ils ressentent au cours d'une semaine, la majorité d'entre eux en trouvent environ une douzaine. Pourquoi? Parce que nous faisons l'expérience des mêmes émotions jour après jour. Certaines personnes sont toujours frustrées, en colère, anxieuses, effrayées ou déprimées. Cela est dû au fait qu'elles emploient constamment les mêmes mots pour décrire leur expérience. Si on analysait de manière plus critique les sensations que nous ressentons physiquement, et si on prenait la peine d'évaluer la situation avec plus de créativité, on trouverait de nouvelles étiquettes pour exprimer nos expériences et, par la même occasion, on changerait notre expérience émotionnelle des événements. Je me rappelle avoir lu, il y a plusieurs années, un article au sujet d'une étude qui avait été menée dans une prison. On a découvert que les prisonniers ne disposaient souvent que de la violence physique pour exprimer leur douleur. Leur vocabulaire restreint limitait leur palette émotionnelle et canalisait le moindre sentiment de malaise en une expression de colère incontrôlée. Quel contraste avec un auteur comme William F. Buckley, dont l'érudition et la maîtrise du langage lui permettent de dépeindre toute la gamme des émotions et de se représenter une variété infinie de sensations. Si nous souhaitons changer notre vie et façonner notre destinée, nous devons apprendre à choisir consciemment les mots que nous utilisons et nous efforcer d'élargir nos choix. À titre d'exemple, ajoutons que la Bible utilise 7200 mots différents. Les écrits du poète et essayiste anglais John Milton comprennent 17 000 mots. Et on dit que William Shakespeare a employé plus de 24 000 mots dans toute son œuvre, dont 5 000 mots une seule fois. En fait, on lui doit l'emploi d'un grand nombre de mots utilisés couramment dans l'anglais moderne. Les linguistes ont montré hors de tout doute que le langage est le véhicule de la culture. L'anglais, par exemple, est une langue où foisonnent les formes verbales. En effet, la culture anglaise est très active et trouve son expression dans l'action. Les mots que nous utilisons couramment affectent la manière dont nous évaluons la réalité et par conséquent notre façon de penser. La culture chinoise, au contraire, valorise l'immuabilité. C'est là une caractéristique qui se reflète dans divers dialectes, où les substantifs plutôt que les verbes occupent une place de choix. De l'avis des Chinois, les substantifs représentent des choses durables, tandis que les verbes, comme l'action, changent d'un jour à l'autre. Il est donc important que nous nous rendions compte que les mots façonnent nos croyances, ils ont un impact sur nos actes. Les mots sont le tissu dans lequel sont découpées toutes les questions. Comme nous l'avons mentionné au chapitre précédent, en modifiant un seul mot dans une question, nous pouvons changer instantanément la réponse que nous obtenons sur la qualité de notre vie. Plus je sondais ma compréhension de l'impact des mots, plus j'étais impressionné par leur pouvoir sur les émotions humaines, non seulement les miennes, mais également celles des autres. Qui ne connaît pas le pouvoir des mots ne peut connaître les hommes. Confucius. Je me suis rendu compte un jour que cette idée est peut-être extrêmement simple, mais elle n'est pas farfelue. J'ai constaté que le vocabulaire transformationnel est une réalité et que, en changeant les mots que nous utilisons, nous pouvons littéralement changer les schémas émotionnels auxquels nous avons recours. De plus, nous pouvons imprimer un moule à nos actions, à nos orientations et, finalement, à notre destinée. Un jour, alors que je m'entretenais de ces distractions avec Bob Bays, un ami de longue date, j'ai vu son visage s'illuminer. « Super, j'ai une autre distinction à te donner », m'a-t-il dit. Et il a commencé à me raconter une expérience qu'il avait eue peu de temps auparavant. Il était en tournée et avait, lui aussi, un horaire très chargé qui l'obligeait à s'oublier pour satisfaire les exigences de tout le monde. À son retour, tout ce qu'il désirait était un peu d'espace. Il possède une propriété au bord de la mer, à Malibu, mais c'est une petite maison qui ne convient pas pour recevoir de nombreux invités. En arrivant chez lui, il avait appris que sa femme avait invité son frère à séjourner chez eux et que sa fille, Kelly,
qui devait leur rendre visite pendant 2 semaines, avait décidé de prolonger son séjour de 2 mois. Le comble, c'est que quelqu'un avait éteint le magnétoscope programmé pour enregistrer une partie de football qu'il avait envie de voir depuis quelques jours. Comme vous pouvez l'imaginer, il allait exploser. En apprenant qui avait éteint le magnétoscope, sa fille, il s'était défoulé en lui lançant toutes les injures qui lui passaient par la tête. Comme c'était la première fois de sa vie qu'il élevait la voix et employait un tel langage avec sa fille, Kelly avait immédiatement fondu en larmes. La femme de Bob, Brandon, qui assistait à la scène, avait éclaté de rire. Ses comportements étaient tellement contraires au comportement habituel de Bob qu'elle avait conclu que c'était une sorte de rupture de schéma. En fait, il aurait bien souhaité que ce soit une telle chose. Lorsque sa femme s'est rendue compte qu'il était vraiment furieux, elle s'est inquiétée. Elle lui a fait part de certaines remarques. « Bob, ta conduite est vraiment bizarre. Jamais tu n'agis de cette façon. Tu sais, j'ai remarqué autre chose. Tu emploies des mots que je ne t'ai jamais entendu utiliser auparavant. D'habitude, quand tu es stressé, tu dis que tu es surchargé. Mais depuis quelque temps, je t'entends constamment répéter que tu es submergé. Tu ne dis jamais cela. » C'est Kelly qui emploie ce mot, et lorsqu'elle le fait, elle ressent le même genre de rage et se comporte sensiblement comme tu viens de le faire. Incroyable, me disais-je en écoutant Bob me raconter son histoire. Est-il possible que, en adoptant le vocabulaire usuel de quelqu'un d'autre, on adopte aussi ses schémas émotionnels ? N'est-ce pas encore plus vrai si on adopte non seulement ses mots, mais aussi son ton, son volume et son intensité ? Au commencement était le verbe. Jean 1, 1. Je suis convaincu que l'une des raisons pour lesquelles nous finissons souvent par ressembler aux personnes que nous fréquentons est que, en adoptant certaines de leurs expressions usuelles, nous héritons de leur schéma émotionnel. Les personnes qui me fréquentent se mettent à employer des mots comme passionné, extraordinaire et spectaculaire pour décrire leurs expériences. Pouvez-vous imaginer l'influence de ces mots sur leur état d'esprit, surtout lorsqu'on compare ces personnes à quelqu'un qui dit simplement « je me sens bien ». Pouvez-vous imaginer comment, en utilisant le mot passion, on peut modifier la définition de son état sur l'échelle d'intensité émotionnelle ? Ce mot a le pouvoir de transformer mes sentiments et, comme je l'utilise régulièrement, je vis plus intensément sur le plan émotionnel. Le vocabulaire transformationnel nous permet d'intensifier ou d'atténuer n'importe quel état émotionnel, qu'il soit positif ou négatif. Il nous donne le pouvoir d'atténuer l'intensité de nos sentiments les plus négatifs, au point où ils n'ont plus d'effet sur nous, et d'intensifier nos expériences les plus positives pour les rendre plus agréables et plus dynamisantes. Plus tard, au cours de la journée, pendant que nous déjeunions, Bob et moi, nous nous sommes laissés absorber par une série de projets sur lesquels nous travaillions ensemble. À un moment, Bob s'est tourné vers moi et m'a dit « Tony, je n'arrive pas à croire qu'il existe des gens qui souffrent d'ennui. » J'ai acquiescé. « Je comprends ce que tu veux dire. Cela semble bizarre, n'est-ce pas ? » « Oui, ennui est un mot qui ne figure même pas dans mon vocabulaire. » « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ennui est un mot qui ne figure pas dans ton vocabulaire ? Te souviens-tu de notre conversation de tout à l'heure ? Le mot ne figure pas dans ton vocabulaire et tu ne ressens pas cette émotion. Est-il possible que nous nous privions de l'expérience de certaines émotions parce que nous n'avons pas de mots pour nous les représenter ? Les mots que vous utilisez systématiquement façonnent votre destinée. J'ai dit plutôt que notre façon de nous représenter les choses détermine notre attitude dans la vie. Cela signifie que si nous ne savons pas nous représenter une chose, nous ne pouvons pas en faire l'expérience. Bien qu'il soit possible d'imaginer une chose, de nous la représenter par un son ou encore par une sensation sans pour autant avoir de mots pour l'exprimer, notre capacité d'articuler notre pensée lui confère une dimension et une substance supplémentaires, c'est-à-dire une réalité. Les mots sont des outils de base qui nous permettent de nous représenter les choses. Souvent, lorsque les mots nous manquent, nous n'avons aucun moyen de penser à une expérience. Certaines langues amérindiennes, par exemple, n'ont pas de mots pour mensonge. Ce concept ne fait tout simplement pas partie de leur langue, de leur pensée ou de leur comportement. Sans mots pour exprimer un concept, celui-ci ne semble pas pouvoir exister. En fait, on dit que les Tazadei des Philippines n'ont pas de mots pour aversion, haine ou guerre. N'est-ce pas génial ? Pour revenir à ma question initiale, si Bob ne ressent jamais d'ennui et, qui plus est, si ce mot ne figure pas dans son vocabulaire, je ne peux m'empêcher de me demander « Y a-t-il un mot que je n'utilise jamais pour décrire mes états d'âme ?» J'ai découvert que c'était dépression. Je peux me sentir frustré, en colère, curieux, irritable ou surchargé, mais je ne me sens jamais déprimé. Pourquoi ? Ai-je toujours été comme cela ?
Non, il y a 8 ans, j'ai vécu une époque où je me sentais constamment déprimé. Cet état dépressif drainait toute ma volonté de changer ma vie. Et, à cette époque, mes problèmes me paraissaient insurmontables, omniprésents et limités à moi seul. Heureusement que je me suis senti si malheureux que j'ai voulu sortir de cette ornière. En cours de route, j'ai associé les termes dépression et paroxysme de la douleur. J'ai commencé à croire que la dépression était l'état le plus proche de la mort. Mon cerveau s'est mis à associer une telle douleur à l'idée même de la dépression que, sans en être vraiment conscient, j'ai automatiquement banni ce mot de mon vocabulaire, si bien que je ne peux plus me représenter la dépression ou même la ressentir. En une seule fois, j'ai éliminé de mon vocabulaire un mot qui m'enlevait du pouvoir. J'ai fait disparaître un sentiment qui peut tout anéantir, même les sentiments les plus forts. Si vous employez une séquence de mots qui vous affaiblit, faites table rase de ces mots et remplacez-les par des mots plus dynamisants. Vous vous dites sans doute, ce n'est que de la sémantique? Que peut-on changer en jouant avec des mots? La réponse est fort simple. Si vous ne changez que les mots, alors l'expérience reste la même. Mais si l'utilisation d'un mot vous permet de briser vos schémas émotionnels habituels, alors tout change. L'utilisation efficace du vocabulaire transformationnel, le vocabulaire qui transforme notre expérience émotionnelle, détruit des schémas qui nous privent de pouvoir, nous fait sourire, fait naître en nous des sentiments totalement différents, change nos états d'âme et nous permet de nous poser des questions plus intelligentes. Ma femme et moi, par exemple, sommes deux personnes passionnées qui ressentent profondément les choses. Au début de notre relation, il nous arrivait souvent d'avoir ce que nous appelions de vives querelles. Même après avoir découvert le pouvoir qu'ont les étiquettes de modifier notre expérience, nous avons décidé d'appeler ces conversations des débats animés. Notre perception des choses en a été totalement changée. Un débat animé obéit à des règles différentes de celles d'une querelle et n'a pas la même intensité émotionnelle. En 7 ans de mariage, nous n'avons jamais atteint l'intensité émotionnelle que nous avions associée auparavant à nos querelles. Je me suis rendu compte également que je pouvais atténuer davantage l'intensité émotionnelle que je ressentais en utilisant des modificateurs. Je dis, par exemple, « je suis un peu ennuyé » ou « je ne me sens pas tout à fait dans mon assiette ». Lorsque ma femme se sent un peu frustrée, elle dit « je commence à être un brin grincheuse ». Nous en rions car cela brise notre schéma. Maintenant, nous faisons une blague au sujet de nos sentiments négatifs avant qu'ils ne prennent des proportions dévastatrices. Nous tuons le monstre dans l'œuf.